Cette eau est beaucoup trop chaude. Salut Émilie. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Là, je suis un peu stressée du coup, mais ça va. Pourquoi? Parce qu'il y a des caméras qui nous regardent et des gens qui nous écoutent avec des micros. Voilà. Exactement. Émilie, je t'accueille aujourd'hui dans le podcast de Roots parce que tu fais partie de ces entrepreneurs. C'est pas seulement que tu es une professionnelle, mais tu es une entrepreneur du développement personnel et du bien-être qui me touche. Et j'ai envie de commencer à t'introduire de ce qui me touche très fort chez toi pour ensuite te poser des questions et que nos auditeurs puissent te rencontrer. Qu'est-ce que je retiens de toi, Émilie? Déjà, quand t'es arrivée, j'ai rencontré une personnalité très forte, très marquée. J'étais en mode, waouh, c'est qui cette meuf? Et quand après, j'ai commencé à rencontrer toi en tant que praticienne pour moi, c'était de manière tout à fait fortuite. J'avais fait des pratiques thérapeutiques avec quelqu'un qui m'avait amené à mettre de la conscience sur ce que j'étais en train d'éprouver. C'était une pratique qui était très douce, très slow, très tranquille. Et en 3 heures, on avait été toucher des informations à mon sujet qui étaient sensibles. Et là où ça m'a particulièrement remué, c'est quand à un moment donné, tu m'as fait ton test de symbolique et qu'en 10 minutes, tu m'as balancé les mêmes choses et je me suis retrouvé comme face à ces réalités. J'étais un peu sonné, j'étais en mode « il vient de se passer quelque chose de très fort ». Et je crois que tu as ce don, comme un éléphant, de voir les choses et de ne pas avoir peur de les bousculer pour que ça fasse bouger les choses. Et je crois que c'est important pour moi d'avoir quelqu'un avec autant d'impact qui puisse passer à ce micro-là et sensibiliser les gens à tout ça. Émilie, si tu devais te définir en quelques mots, enfin, qu'est-ce que ce seraient ces mots que tu choisirais? Déjà, merci pour la description, clairement. Qu'est-ce que ce serait? Ce serait la personne qui en a tellement marre que rien ne bouge qu'elle fonce. Voilà, je fonce, je vais vite. On parlait de symbolique. Symboliquement, à ma naissance, j'ai failli tomber sur le sol tellement je suis sortie rapidement. Ça représente ma vie, clairement. Je te vois trop l'image de « j'arrive !» Pardon pour le micro. Trop bien. Et avant qu'on commence à rentrer dans ta pratique, j'ai envie qu'on explore un petit peu quelle est ton histoire à toi, Émilie. Du coup, ce que j'ai envie de me demander, c'est à quoi ressemblait ta vie avant que tu rentres dans tout ce qui est développement personnel, bien-être, ou comment est-ce que tu as mis le pied dedans? Ok. Alors, à quoi ressemblait ma vie? J'étais une personne avec 1 million de problématiques dans tous les domaines de vie, qui étaient très forts, très durs. Du coup, j'étais juste une personne malheureuse, tout le temps. J'étais super triste, ça se voyait dans mes comportements. J'avais des comportements qui étaient souvent autodestructeurs, d'autosabotage, aussi bien avec moi-même, où j'avais des actes pour me blesser, aussi bien avec mes relations, où j'allais toujours dans des relations qui étaient fortement douloureuses. Au niveau de ma famille, c'était vraiment éclaté au sol. Il n'y a pas d'autre mot. Et le seul moyen à l'époque pour moi de m'en sortir, c'était d'être une bûcheuse au travail et de tout donner au travail parce que du coup, ça me permettait de m'extraire de ma vie perso. Le truc, c'est qu'en fait, au travail, c'était juste un reflet de ce que je vivais. C'est-à-dire que ça allait quand même jamais parce que je donnais toujours plein de choses, j'étais toujours à fond et j'avais pas les retours que j'attendais, aussi bien en termes de reconnaissance qu'en termes financiers. Donc, je me sentais aussi mal au travail finalement. Trop cool. Tu as employé plein de mots qui pour moi sont super déclencheurs et j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Tu as parlé de sabotage notamment, tu as parlé de relations qui étaient destructrices. Je crois qu'il peut y avoir des mots comme toxique autour de ça. J'aimerais bien qu'on ouvre un peu la boîte de ces mots-là pour mettre de la situation concrète. Du coup, dans tes relations amoureuses, pour parler de ça, parce que souvent c'est des grands axes qui parlent de qui on est, comment ça se passait? Ça se passait déjà dans le choix de mes partenaires, où c'était toujours des personnes qui étaient indisponibles, aussi bien émotionnellement, parce qu'elles n'étaient pas prêtes, aussi bien physiquement, parce qu'elles étaient éloignées, aussi bien dans les faits, parce qu'elles étaient déjà en couple. Okay. Et c'était OK pour moi, parce que je me disais que c'était dans cet amour impossible que faisait la beauté des choses. Ok. Et est-ce que tu aurais un exemple concret d'une relation que tu as partagée et avec laquelle tu serais OK de parler dans ce podcast? Ouais, du coup, j'ai le père de mon fils. On a fait 8 ans ensemble sans être ensemble.
parce que du coup, je savais qu'il voyait plein d'autres meufs en même temps. Et moi, ça me convenait dans le sens où il revenait toujours vers moi. Donc, c'est ça qui comptait, en fait. C'était qu'il revenait toujours vers moi. Donc, la relation, elle était clairement toxique. Hein. On se faisait du mal. Il voyait des meufs en même temps, parfois même devant moi. Et j'acceptais ça, juste parce que il revenait et c'était cool. Ok. Et toi, du coup, tes attitudes dans la relation, elles ressemblaient à quoi? Mes attitudes dans la relation, déjà, c'était de faire en sorte qu'ils reviennent régulièrement. Donc, forcément, on se voyait beaucoup. Il y avait beaucoup de jeux, si je peux dire. Hein. Le but, c'était aussi de le rendre jaloux, parce que s'il est jaloux, il revient. Donc, il y avait beaucoup de séduction toxique, clairement. Et ouais, je sais pas quoi dire vraiment de plus. C'était juste malsain du début à la fin, où il sait que je vois d'autres personnes parce que ça le fait chier. Je sais qu'il voit d'autres personnes. Et on se retrouve de temps en temps. Ok, je vois. Donc du coup, si je résume, c'est comme la façon dont tu vis la relation avec lui, c'est j'ai envie d'être avec lui, et à la fois je vois qu'il a des comportements qui sont pas ceux qui me font plaisir ou ceux qui font que je me sens bien. Mais je le laisse faire parce qu'il y a une part de moi qui se raconte que c'est ok comme ça. Et les solutions que j'ai pour faire face à ça, c'est comme moi aussi, je vais je vais me comporter de façon à provoquer des réactions chez lui pour le voir revenir, parce que c'est au moment où il revient que je me sens valorisé. Exactement. Ok, cool. Et du coup, pour donner plus de concret à cet aspect, je vais m'autoriser à employer ce mot-là. Tu me dis si c'est ok de vie merdique. Vas-y. Parce que je crois qu'on est nombreux par moment à traverser des épisodes merdiques de notre vie, et j'ai vraiment la sensation à ton contact qu'on a la possibilité, si on est prêt à ça, à se faire secouer pour sortir cette merde. Et donc du coup, on voit à quoi ressemblait cette merde. On est sur YouTube, tout va bien. Dans l'aspect relationnel, vie de couple, etc. Et dans la vie de travail, du coup, ça se passe comment? La vie de travail, ça se passe où déjà je vais toujours vers des petites associations ou des PME, donc qui ont peu de moyens financiers de base pour mon poste, avec plein d'idées, avec des idées de changement, de révolution, on va booster l'entreprise, l'association, etc. Et donc je me plie en quatre pour mettre en place plein de projets avec des moyens inexistants. Et le retour que j'ai, c'est que soit c'est toujours pas assez, donc il faut que je donne encore plus. Donc je prends même des tâches qui ne m'incombent pas. Voilà, ça, au point de parfois même faire du ménage dans l'entreprise, ou au point de prendre des responsabilités qui ne devraient pas être les miennes. Ça peut être également soit parce que les idées que j'ai, elles se font voler aussi. Parfois, on me dit, ouais, voilà, c'est vrai, ça sera pas mis en place par toi, mais ce sera mis en place par les supérieurs. Donc, voilà. Ou tout simplement, ouais, c'est ok, c'est super ce que tu fais. Par contre, on n'a juste pas les moyens de te payer, donc tu fais ça gratuit. Trop cool. Ouais. Alexandre, à la fin, j'ai juste tendance de dire trop cool, même pour les trucs les plus inconfortables. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Donc, du coup, si je résume, c'est comme dans ta vie sentimentale, il y a des choses que tu acceptes qui ne rendent pas hommage à la personne que tu es parce qu'en fait, tu es conditionné à vivre les choses de cette façon-là. On y reviendra plus tard sur cette notion de conditionnement. Et du coup, même dans la vie professionnelle, on se rend compte que c'est sensiblement la même chose, où en fait, tu aurais la possibilité de propulser plein de choses. Tu as le potentiel. Le potentiel est comme reconnu, mais genre, on te dit oui, mais c'est pas avec toi qu'on va le faire. C'est comme avec cet homme. Oui, il y a un truc qui peut être cool, mais ce sera pas avec toi. Et du coup, ça mène des situations un peu délicates comme ça. J'aimerais bien là aussi mettre un peu plus de concret. Je sais qu'il y a un moment où tu as participé à des processus de recrutement. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment ça s'est passé, les premiers recrutements pour les grandes entreprises, et ensuite le recrutement avec tout ce qui est associatif?
Mhm. Cool. Du coup, les premiers recrutements, forcément, j'étais toute jeune avec plein d'idées. Et du coup, pour moi, l'enjeu, il était très grand. J'avais vraiment envie de prouver ma valeur, clairement. Donc, je me mettais un stress de ouf. Et même inconsciemment, c'est-à-dire que même quand je me disais tout va bien, en fait, non. J'étais juste en stress, panique à l'intérieur. Et donc, les recrutements, ils se passaient super mal parce qu'on me disait non, mais vous êtes trop stressé, ça se voit, vous êtes en manque d'expérience, vous n'êtes pas la personne qui va convenir. Ou alors, on m'a aussi dit vous ne correspondez pas au poste parce que vous avez trop d'ambition. Voilà, ça m'est aussi arrivé ça. Donc, en fait, je reflétais pas ce que je pouvais vraiment apporter dû à ce stress. Et ensuite, la technique qui a été de partir vers une association avec moins d'enjeux, moins de prise de tête, a très bien fonctionné parce que du coup, j'avais plus ce stress. J'étais là juste en mode, je sais ce que je peux apporter, je sais ce que je peux faire, j'ai envie de le faire. Et vous avez un vrai besoin. Donc, il y a plus de stress, c'est juste, c'est OK, on le fait. Et ça s'est super bien passé. Alors ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre très à jour parce que je crois qu'on est tous concernés par ce truc-là. Si je comprends bien, c'est comme il y a des entreprises dans lesquelles tu tiens absolument à rentrer et en fait tu te mets la rate au courbouillon. Tu as le stress qui monte et dans cette situation de stress, tu répliques tes travers de je dois en faire toujours plus et je suis jamais assez bien pour convenir et en fait tu crées des circonstances où tu ne montres pas ton potentiel et où il t'est renvoyé que tu es incompétente. Versus le moment où il y a très peu d'enjeux, dans le sens où tu sais que tu peux répondre très facilement à ce qui est proposé là, dans le sens où il y a une part de toi qui se détend. Et quand tu es dans cette détente-là, en fait, tu es reconnu comme ah ouais, c'est grave vous dont on a besoin. Et là-dedans, je crois qu'il y a un processus qui est super important et que il me semble que tu accompagnes. Ok, donc le process. Dans les vies relationnelles, je vis des situations de merde, je me reconnais pas, je suis pas reconnu par l'autre, je crée des trucs vaguement foireux et ma vie est pas cool. Professionnellement, j'ai le potentiel, mais j'arrive pas à l'exploiter et je me retrouve dans des situations où je suis, moi, exploité. Bref, c'est la hesse. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui change dans ta vie c'est quoi le déclencheur d'un changement? Le déclencheur, c'est après une énième relation amoureuse où ça foire. Et après une énième relation professionnelle où ça foire. Je me dis, putain, mais en fait, ma vie, c'est vraiment de la merde. Clairement. Et j'ai juste envie d'apporter une petite touche qui fait que ça pourrait être cool. Mais vraiment, même si c'est un tout petit truc, ça m'allait. Et du coup, je me suis dit, le moyen le plus simple d'intervenir, ça va être de trouver une profession dans laquelle je puisse m'épanouir. C'était juste ça. Je me disais, rien que ça déjà, ça pourrait être la cerise sur le gâteau. Donc, ça a été de revenir à mes premiers amours, tout ce qui était psychologie, aide à la personne. Sauf que j'avais fait des séances de psychothérapie classique et ça ne m'avait pas aidé personnellement. Donc, je voulais quelque chose qui fonctionne vraiment. Et je me suis renseignée, j'ai cherché une méthode qui était à la fois concrète, mais qui m'appelait aussi. Et je suis tombée littéralement sur Las Camden et Sandra Scala, qui m'a permis en fait d'ouvrir des nouvelles portes, mais pas seulement professionnelles, mais vraiment à l'intérieur de moi, émotionnelles. Trop cool. Donc, il y a quelque chose qui veut partir vers plus de social. Il y a comme un truc de plus de sens. Tu sens qu'il y a une part de toi qui va plus s'épanouir. Tu rencontres la Camden. Qu'est-ce qui te touche avec cette personne-là, avec cette pratique-là? Alors, avec la personne, déjà, Sandra Scala, c'est une femme qui est très forte, qui a ce pouvoir magnétique j'impose ma présence avec bienveillance, mais où cette force, un peu comme la mer qui te porte, elle t'accompagne jusqu'à un point A, un point B. Et donc, ce côté-là, ça m'avait magnétisé. Clairement, je trouvais qu'elle avait tellement de courage et de prestance que j'avais envie de la même chose. Ouais. Et au niveau de la méthode en elle-même, c'était vraiment ce panel de possibilités, ces liens qui pouvaient être faits. Et on agit sur le mental, les émotions, mais aussi avec du concret, du physique, la régulation nerveuse. Ok, on va rentrer dans la pratique, mais là j'entends un truc que j'ai très envie de nommer parce que c'est quelque chose que je vois chez toi, même si tu es encore dans la timidité avec ça. Et c'est le côté très affirmé de cette femme. Je sens dans ce que tu racontes d'elle qu'il y a un truc en mode là en fait on va regarder les choses pour de vrai. Et il y a vraiment ce truc de là, si tu viens là, on va regarder les choses pour de vrai. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Et il y a le truc de je suis tellement ancré et affirmé au moment où je te le dis que tu vas être confronté à la réalité, mais je serai solidement là à côté de toi. Et je sens qu'il
qui a ça. Et j'ai envie de le nommer parce que c'est pour ça que je t'appelle l'éléphant. Parce que oui, tu secoues dans tous les sens, mais t'es aussi vachement solide et on peut s'appuyer sur toi et c'est cool. Parlons d'Ascamden maintenant. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, qu'est-ce que c'est? Solution complémentaire active du mieux-être par le détachement des émotions négatives. C'est une méthode qui permet de faire les liens entre nos problématiques de vie actuelles et notre histoire de vie. Donc, des liens conscients et inconscients également. Et c'est d'aller justement, on va dire, voir les moments phares de notre vie, ceux qui nous ont conditionnés, pour aller les retravailler. Donc après, au fauteuil, on va se remettre dans ces moments phares, ces moments problématiques, ces moments traumatiques, et on va aller lui apporter des nouvelles réponses. Donc au début, on est triste, on est en colère, on est rejeté, on est abandonné, on est seul, on est plein de choses. Et avec de la régulation nerveuse, des stimuli, on va accompagner un processus de libération. Donc au fur et à mesure, on va ressentir du bien-être, de l'apaisement, de la joie, et on va ancrer ces émotions sur l'événement traumatique. Donc les souvenirs sont les mêmes, les émotions ont été changées. Trop bien. Il y a, je pense à un truc là, du coup, j'ai envie de t'en parler, tu vas me dire si c'est ça. Bruce Lipton qui parle d'épigénétique et qui exprime que une cellule s'adapte et change en fonction de l'environnement dans lequel elle est et que c'est applicable aussi à l'enfant qui, entre 0 et 7 ans, va apprendre un certain nombre de choses, de comportements, de croyances, etc. Et du coup, c'est comme dans ce que tu dis, dans notre processus d'apprentissage, il y a comme un événement qui va bousculer émotionnellement fort avec une perte de moyens à l'intérieur, une émotion qui est ancrée. Et c'est cette émotion qui parasite nos prises de décision derrière. Exactement. En fait, ton cerveau, il va programmer de 0 à 21 ans en passant par plusieurs phases. Et c'est un peu comme quand un ordinateur, tu lui apprends un programme, des choses, etc. Une fois qu'il a appris, il va le répéter. Et du coup, dans cette période de 0 à 21 ans, il va non seulement apprendre par ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il perçoit, mais aussi par ce qu'il ressent. Et en allant en fait changer les émotions qui sont liées aux souvenirs, on peut du coup changer sa perception et donc les pensées, le discours interne, les croyances que l'on peut avoir. Ok. Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de rentrer dans ton histoire pour ressortir derrière et voir qu'est-ce qu'on peut voir à changer dans sa vie avec Ascamden. Qu'est-ce que tu as découvert de toi grâce à cet outil-là? Et pour commencer, on va commencer avec cette question. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? Déjà, j'ai découvert que je répétais beaucoup de schémas familiaux, tout simplement. Parce que ma mère était avec mon père qui était déjà marié quand ils m'ont eu et que mon père est resté avec sa femme. Donc, je suis née d'un adultère et je n'ai pas été choisie. Donc, inconsciemment, je répétais ce schéma du « je vais prendre un homme indisponible, je ne vais pas me choisir et donc je ne serai pas choisie non plus ». Donc déjà, rien que de comprendre que en fait, j'étais pas juste bizarre, folle ou dérangée, mais que ça faisait simplement partie du programme que j'avais appris. C'était déjà la première étape de la libération. Trop cool. Est-ce qu'il s'est passé d'autres choses qui ont été comme transformateurs pour toi? Alors du coup, toujours dans ce même schéma, dans cette même logique, j'ai eu une grossesse non désirée avec un déni de grossesse, donc j'ai pas eu le choix. Et encore une fois, je répétais ce schéma. Ça veut dire que j'avais un enfant non choisi, non voulu, et en plus de ça, je ne me choisissais pas puisque c'était pas la vie que j'avais décidée. Donc encore une fois, je répétais ce schéma. Clairement, c'est ce qui m'a permis aussi de sortir de ce schéma. Et ouais. Là, tu es en train de nommer un truc qui à mon sens, est crucial. C'est combien il y a une part de nous qui est comme programmée et qui nous fait vivre des choses sans même qu'on s'en rende compte. Dire, je vois vraiment notre être comme une partie visible de l'iceberg et une partie invisible. Et on se raconte que on est ce qu'on voit. Alors qu'en fait, en dessous, il y a toute une énorme couche bien plus grande que celle qui est à la surface qui nous fait vivre des choses, mais dont on n'a pas conscience. Et genre, tu nous expliques là maintenant que l'histoire de vie qui était la tienne avant, à travers les comportements de ta mère, etc., comporte une incidence majeure sur la façon dont tu vivais ta vie. Une fois que l'Ascamden est passé, il s'est passé quoi alors pour toi? Une fois que l'Ascamden est passé, déjà, rien que le fait d'avoir cette compréhension de moi, ça m'a ouvert un champ des possibles. Ça veut dire qu'avant, j'avais l'impression de subir ma vie, comme si je n'avais pas le choix. C'était la fatalité, c'était le karma. Et là, en fait, j'ai appris que je pouvais agir pour pouvoir reprendre ce pouvoir intérieur et pour pouvoir choisir la vie qui me convient. Donc déjà, rien que ça, c'était une belle libération.
Et à partir de là, en fait, ça a été d'aller retravailler des souvenirs et travailler des émotions qui font que maintenant, je me sens super bien avec mon fils. On a une relation très complice dans laquelle je m'épanouis. J'ai des relations qui sont beaucoup plus saines, aussi bien avec ma famille, où j'ai renoué des liens avec ma mère, avec ma sœur, où on a pu avancer ensemble, chose qui était impossible avant. Aussi bien avec les hommes que je peux rencontrer, où maintenant, en fait, je me choisis, je suis bien avec moi-même, et que je sois seule ou avec un homme, les émotions qui sont liées, elles ont complètement été transcendées. Je me sens juste épanouie, contente d'être avec moi, et donc ça se ressent, je me choisis. Donc ça, c'est cool. Et au niveau du travail, forcément, je fais un métier qui me plaît, dans lequel je suis reconnue, et rien que ça, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. J'entends du coup que pour toi, il y a comme 2 étapes qui ont été importantes. La première, c'était de comprendre, et la seconde, du coup, c'était de vivre le protocole qui allait dans les parties un peu plus recluses de ton inconscient. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça fonctionne dans ta façon de l'appliquer, Scamden? Alors, comment ça fonctionne? Pour moi, c'est hyper important, effectivement, de comprendre. Donc, il y a un lien de conscientisation à faire où on va savoir qu'est-ce qui se passe dans notre vie et pourquoi ça se passe comme ça. Et surtout, quelles sont les possibilités de pouvoir agir? Parce qu'on réalise que 95% de notre être, c'est l'inconscient. Donc, en allant conscientiser ces parties, on peut vraiment avoir une nouvelle vie, un truc qui s'ouvre. Il y a tellement de chemins, tellement de possibilités que c'est ouf. Et donc, trouver le chemin qui nous appartient. Donc, d'abord, c'est cette étape-là. Et ensuite, l'étape de, on va aller régler les grosses problématiques qui nous encombrent, qui nous enferment dans des schémas, qui nous enferment dans des émotions, qui nous enferment dans des comportements. Et donc, on va se remettre dans le souvenir qui est hyper désagréable. On va faire le focus sur ce hyper désagréable. Et en parallèle, on va réguler le système nerveux, donc avec les stimuli, pour accompagner le processus de libération. Donc, on va jusqu'à l'émotion positive. Et là, c'est réglé. On se sent mieux, on se sent plus léger, on se sent accepté, on se sent aimé. Et c'est des nouvelles émotions, un nouveau chemin que notre être a appris, en fait, de lui-même. Et en parallèle de ça, je fais des conférences qui permettent de venir mettre encore plus de conscience et d'avoir des outils pour continuer ce processus-là en autonomie chez soi. Je vois, donc il y a vraiment cette partie du mental qui a besoin d'être nourrie, de comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer, et ça va être dans les consultations, mais aussi dans la partie conférence. Et après, il y a toute la partie du travail sur l'inconscient, où là, il se passe des choses et c'est toi le pilote, quoi. Exactement. Je sais qu'il y a un exemple qui est plutôt frappant avec quelqu'un qui ne supportait pas le café. Est-ce que tu peux nous parler de ce lien au café, de ce changement? Ouais. Alors le café, c'est une symbolique, et en fait, en allant travailler sur ce que signifie cette symbolique pour la personne, on peut avoir beaucoup de changements. C'est une personne qui avait peu d'amour pour elle, voire pas du tout d'amour propre. Elle avait tendance à s'oublier, se détester, ne pas s'aimer profondément. Et finalement, c'était aussi sa représentation du café. C'était amer, ça avait pas bon goût, elle ne supportait même pas l'odeur du café, ça lui donnait envie de vomir. Quand on a travaillé en séance individuelle sur son amour de soi, son acceptation de soi, un peu plus tard, elle m'a envoyé un message pour me dire « Émilie, il s'est passé un truc de fou. J'ai mon compagnon qui était en train de se faire un café. L'odeur, elle m'a trop donné envie. Et du coup, j'ai voulu goûter et j'ai adoré ça. » Donc, en fait, en travaillant l'amour de soi et en récupérant son amour de soi, concrètement, dans la matière, ça s'est aussi matérialisé. Et vous aviez fait combien de séances? Une seule. Et voilà. C'est ça que je trouve fort. C'est que notre inconscient prend tellement de place et on a tellement peu conscience de l'impact que ça a. Et je me dis, en une séance, il y a ce type de changements qui peuvent exister. J'imagine le type de changements qui peuvent avoir lieu avec un suivi prolongé. Et maintenant qu'on parle de suivi, quel type de suivi est-ce que tu proposes, toi, en ce moment, pour ces personnes qui ont envie de changer cette situation merdique qui se répète? Alors, le suivi que je propose, c'est un accompagnement qui se compose de séances individuelles et de conférences avec un suivi thérapeutique, c'est-à-dire que même en dehors des séances, on garde le lien pour pouvoir vraiment progresser et aller en profondeur sur nos problématiques.
Et à l'issue de ce bilan, à l'issue de cette un, deux, trois, à l'issue de cet accompagnement, il y a un bilan justement pour pouvoir savoir comment la personne a vécu l'accompagnement et de quoi elle a besoin pour continuer en autonomie. Donc ensuite, au terme de durée, il est différent chez chacun en fonction de notre besoin, mais le principal, le basique, je dirais, il est de 3 mois. Un accompagnement sur 3 mois avec du coup 2 séances individuelles, 2 conférences, un bilan, un suivi thérapeutique. C'est déjà le premier pas pour pouvoir aller vers cette autonomisation du bien-être. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme remettre du mouvement dans quelque chose et décider après est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on fait quelque chose ensemble. Exactement. Oh, ça me touche. Et s'il y avait un mot que tu aurais envie de passer à ces auditeurs, à ces auditoristes qui nous écouteraient et qui vivraient cette situation, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour, je sais pas, qu'est-ce qui semble important pour toi? Alors, un mot, ce serait peut-être trop court. Mais ouais, le côté c'est possible. Si tu oses regarder à l'intérieur de toi, si tu oses plonger dans tes profondeurs, en fait, c'est possible. Tu as des trucs de fou qui s'ouvrent à toi. Et c'est justement dans ce noir, dans ce sombre qui t'accompagne que tu peux trouver la lumière et même créer ta lumière, en fait. Donc, ouais. Du coup, je vais aller au bout de cette expression parce que je trouve qu'elle te définit incroyablement bien. C'est que je crois que tu es comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et la porcelaine, ce serait comme ces croyances qu'on tient à protéger parce qu'on se dit que c'est ça qui fait de nous notre valeur ou que c'est de ça qui fait de nous notre capacité à être des gens bien. Alors qu'en fait, c'est exactement le truc qu'on a besoin de secouer, de faire tomber, parce qu'en fait, notre véritable être, il est derrière tout ça et il est bien plus ample. Donc j'ai vraiment envie d'inviter l'éléphant que tu es dans la vie de plein de gens pour qu'on puisse remettre de l'espace, casser ce qui a besoin d'être cassé pour respirer à nouveau. Oui, carrément. Merci pour ça. C'est vraiment exactement ça. Ou avant, par exemple, je pourrais me définir comme cette femme hyper indépendante et j'en prenais soin de cette hyper indépendance parce que c'était ma force. Et finalement, quand on va regarder qu'est-ce qui se cache derrière l'hyper indépendance, on réalise que même quand on lâche cette croyance, en fait, je suis toujours là, je suis toujours bien et je suis même encore plus moi parce qu'il y a plus ces blessures et ces protections qui parlent. Trop cool. Merci. Avec plaisir. Alors toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast, si t'es prêt à te faire secouer, cette expression bizarre, et que t'es vraiment prêt à vivre un changement et à accepter de voir ces choses qui t'handicapent aujourd'hui, je t'invite vraiment à aller faire ne serait-ce que le test de symbolique d'Émilie. Il est bouleversant. Merci Émilie pour cette session, c'était très agréable. Je te souhaite une belle journée.